Qu'on parle de Tony Stark ou d'Elon Musk, le parcours des entrepreneurs à succès a de quoi fasciner l'imaginaire collectif. Pourtant, bon nombre d'entre eux vous répondront que leur réussite est avant tout une question de travail et parfois d'un zeste de chance. Et ce n'est pas Gaëtan Servais, CEO du fonds d'investissement Neuchac et cofondateur du festival Les Ardentes, qui dira le contraire. Mais qu'est-ce qu'un bon entrepreneur et comment faire pour transformer un festival local en référence internationale? On en parle dans Bullseye. Bonjour Gaëtan Servais. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici sur Bullseye. Gaëtan, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un homme à succès? Ça, je sais pas, c'est à vous de le dire, mais non, je pense pas. Je pense qu'un entrepreneur, oui, est quelqu'un qui développe des projets. Et on a des succès, mais on a aussi des échecs. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Donc, malheureusement, dans les projets que l'on développe, on n'a pas que des succès. Et encore heureux, on voit plus les succès que les difficultés. On y reviendra, mais je vous pose la question parce que vous avez quand même une carrière assez incroyable à plusieurs niveaux, notamment sur certains projets dont on va parler dans ce podcast, qui sont Neuchac et Les Ardentes. Évidemment, je pense que dans la région, tout le monde connaît, et pas que, puisque le festival maintenant commence à avoir quand même une image assez internationale. Au début de votre carrière, vous êtes tombé un petit peu dans le milieu politique un peu par hasard. Moi, il y avait une question que je voulais vous poser parce que vous avez travaillé dans ce milieu-là pendant près de 10 ans pour différents cabinets. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce milieu-là qui vous a peut-être permis de vous développer en tant qu'entrepreneur par la suite? Je pense que c'est la partie de ma carrière qui m'a appris le plus. Donc, l'important en politique, c'est d'y rentrer, mais surtout de savoir en sortir pour moi. Parce que c'était pas une fin en soi, j'ai jamais fait de carrière politique. J'ai travaillé dans des cabinets ministériels, mais je n'ai jamais eu l'envie de me mettre sur des listes électorales voilà, c'était plutôt la mécanique de décision en fait. Et les cabinets ministériels, c'est hallucinant comme ça démultiplie l'expérience professionnelle. Moi, ce qui m'attirait, c'était justement les processus décisionnels. Et dans la créativité et l'entrepreneuriat, c'est des éléments qui sont très, très importants. Donc, c'est d'être pouvoir décider vite et de manière tangible. Ouais. Et donc ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Mais vous avez plus le côté un peu plus fonceur maintenant, grâce à ça, vous diriez? Oui, certainement, certainement. Et en tout cas, c'est une période de ma carrière que je ne renie pas du tout. Ouais. Voilà, je préférerais qu'on ne m'affuble pas une étiquette politique parce que j'ai travaillé dans des cabinets, mais dans les faits, c'est comme ça. Et c'est pas grave, je ne renie pas non plus le fait que j'ai travaillé dans les cabinets socialistes et peu importe si des gens s'attachent à des étiquettes et s'arrêtent à ça. Moi, je suis très content d'avoir fait, en tout cas. Alors, on le disait, vous avez fait ça pendant 10 ans dans le domaine politique, mais vous êtes toujours resté dans le domaine public, finalement, puisqu'en 2008, vous décidez de mettre un terme à cette activité-là, mais vous vous lancez dans Meuse Invest. Pourquoi ne pas vous être lancé dans le privé, alors, puisque vous avez cette démarche entrepreneuriale qui, dans, je pense, l'esprit populaire, est souvent associée au côté privé des choses. Quel a été votre raisonnement à ce moment-là? Mais j'avais plusieurs options en fait. Quand j'ai décidé de quitter les cabinets politiques, j'avais 3-4 fers au feu et donc j'ai hésité longtemps. Il y en avait qui étaient dans l'entrepreneuriat privé, il y en avait qui étaient dans le secteur culturel, et puis il y avait l'option Meuse Invest à l'époque qui est devenue Neuchac et qui m'a je pense intéressé par rapport justement à cette pluridisciplinarité en fait. C'est que ce que j'aimais bien, je suis quelqu'un de très curieux, moi, donc avant d'être créatif, je suis curieux et j'aime bien toucher un peu à tout et de voir un peu. Et c'est ça qui m'a plu chez Meuse Invest parce que moi, encore aujourd'hui, ce qui me plaît quand je vais chez Neuchac, maintenant le matin, c'est de rencontrer des entrepreneurs et de comprendre, eux, leur processus de créativité, de comprendre leur business model, de comprendre leur raisonnement. Parce que même dans deux sociétés d'un même secteur, la façon d'adresser le business model et la façon dont l'entrepreneur adresse, il vit avec les mêmes métriques que il sait quel ratio il doit atteindre. Par exemple, imaginons dans le secteur de l'Horeca ou des hôtels, par exemple. Il sait qu'il doit atteindre 65%, que c'est le taux de marché, de taux de remplissage, taux d'occupation de ses chambres, que s'il atteint ça, qu'il y a forte chance que son business model fonctionne. Il sait qu'au début, il a sizé son prix, ses chambres, en fonction de paramètres de marché. Mais la façon dont l'entrepreneur vit son business model et crée son marketing, son image, son expérience client, est quelque chose qui finalement fait la différence.
alors que les métiers sont strictement les mêmes. Et donc ça, c'est passionnant de voir comment deux entrepreneurs d'un même secteur, alors je ne vous dis pas quand c'est des secteurs différents, envisagent eux-mêmes le développement et font, ou non, de leur entreprise une entreprise à succès. Alors pour un peu contextualiser pour celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent, NoShack, c'est un développeur de projet, c'est comme ça qu'on pourrait le définir? Oui, c'est un fonds d'investissement qui investit dans des projets en croissance pour soutenir les entrepreneurs dans leur volonté de croissance. Parce que voilà, avoir une entreprise et vouloir la diversifier, la mettre sur des nouveaux marchés, la faire croître, ça nécessite des moyens financiers souvent très, très importants. Et moi, je l'ai vécu aussi en tant qu'entrepreneur avec les Ardentes. À un moment, quand on a voulu vraiment faire des Ardentes un festival, je veux dire, tier one, comme on dit, top mondial d'un secteur particulier, Fabrice et moi, on n'avait plus le choix que d'aller chercher un actionnaire étranger pour investir parce qu'on était incapable de mettre les 2,5 millions sur la table qu'il fallait pour passer à une étape supplémentaire. Chez Meusinvest ou chez NoShack, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on aide des entrepreneurs à avoir des projets. Pour en revenir juste très rapidement sur NoShack, vous le disiez, vous investissez dans des projets. Comment ça se passe concrètement pour les entrepreneurs qui ont leurs projets? Ils viennent vous voir ou vous allez parfois les chercher parce que vous trouvez que leur projet, il y a matière à faire avec? Comment ça se passe sur le terrain? C'est plutôt comme ça. Donc en fait, comme on est une société mixte public-privé, on n'est pas un outil financier public comme l'est Entreprendre, où là, c'est effectivement une porte unique si un entrepreneur veut, quel que soit son secteur d'activité ou quel que soit son stade de maturation, ou quel que soit le type d'intervention qu'il veut, il va chez Entreprendre. Chez nous, on fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire qu'on développe des secteurs prioritaires parce qu'on pense que c'est des secteurs qui se développent bien au niveau liégeois et on essaie de les soutenir. Donc, on va plutôt voir nous-mêmes, on démarche plutôt les entrepreneurs pour leur proposer nos services et de travailler ensemble en disant si vous voulez développer une boîte de life science, c'est à Liège que vous devez le faire. On a de l'immobilier pour vous, on a un hôpital académique, une université avec une faculté de médecine, des centres de recherche, des hôpitaux de grande qualité pour tester les nouvelles utilisations médicales, un vrai écosystème. Et donc, venez chez nous et on continue à développer. Et dans la biotech, c'est ce qu'on a fait. Moi, je suis arrivé en 2008 chez Meusinvest à l'époque, mais ça avait déjà commencé avant que je n'arrive. Donc, je ne suis pas du tout le père de cette démarche-là. Mon prédécesseur avait déjà initié ça fin des années 90. Et donc, avec l'université et donc la biotech, au début des années 2000, il y avait 8 entreprises à Liège. Aujourd'hui, il y en a 145. Donc, on a créé un environnement propice au développement, comme j'ai envie aussi qu'on le développe dans les industries culturelles et créatives, dans la transition énergétique, dans le numérique avec la Grand Poste, les startups digitales, etc. Donc, dans l'agroalimentaire. Voilà. Donc, on travaille à cela. Mais donc, non, on ne vient pas nous trouver quand on a besoin. Si ça peut arriver, si un entrepreneur pense que... Mais c'est un mauvais biais parce que l'entrepreneur, en général, quand il s'adresse à un outil financier, c'est qu'il a des problèmes de trésorerie, de financement. Et pour nous, c'est trop tard. En fait, nous, on veut être en contact avec des entrepreneurs quand ils ont des projets et qu'ils ont besoin de les financer, pas quand ils sont en difficulté. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'il y a une notion qui peut être aussi intéressante à aborder, c'est comment on communique par rapport à son projet quand on est entrepreneur. Parce que souvent, on le voit bien dans cette discussion, vous parlez avec passion de ce que vous faites au quotidien. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est aussi une question de passion avant tout. On est sûr et certain que son projet, c'est ça qui va marcher. Comment on fait pour le communiquer justement à l'extérieur et donner à des personnes comme vous l'envie d'investir dans son projet? Ça, vous abordez quelque chose qui me touche, que pour moi est très, très important. Autant on a dans le milieu des PME wallonnes ou liégeoises une difficulté de croissance, on a trop peu d'entreprises qui investissent dans leur croissance, souvent les entrepreneurs développent un projet, mais on a aussi trop peu, surtout dans le monde d'aujourd'hui, de positionnement au design thinking, de marketing intelligent, réfléchi, parce que l'entrepreneur n'a pas le temps. Or, et il ne se rend pas compte de l'importance, encore plus aujourd'hui, du positionnement de sa société et
du branding ou du marquage de sa société. Et je pense que la chose qui va nous aider à convaincre ces entrepreneurs à passer le cap, c'est que ça va devenir une nécessité pour eux. S'ils veulent attirer des talents chez eux, il faut que l'entrepreneur développe une marque attractive aussi pour le recrutement, pas juste pour son client, aussi pour le recrutement. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va bouleverser un peu le monde de l'entrepreneuriat et des PME. C'est qu'aujourd'hui, plus qu'hier, les entreprises ont besoin de se faire aider par des boîtes de com et des trucs. Et c'est pas du bullshit. C'est pas pour changer de nom, juste pour avoir une sorte de... Pour faire un site internet. Non, c'est vraiment une stratégie de design thinking. Et je parle souvent de ça avec Gilles Basler, que vous connaissez bien aussi. Qu'on a reçu dans cette même émission. Voilà, vous l'avez reçu dans cette édition aussi. Et qui travaille souvent avec Cible aussi, et Jules Henry. Mais lui, il est vraiment convaincu de ça maintenant. Il pense que, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que les entreprises industrielles, de quelque secteur que ce soit, doivent se nourrir des industries culturelles et créatives. D'abord pour l'hybridation et la créativité, mais aussi par rapport à l'identification, au marquage et au branding qu'elles font elles-mêmes. Et on parle souvent de ça, de boîtes de fintech qui performent. Et peut-être que si elles sont à 95%, parce qu'elles performent, c'est des success stories, mais que si elles faisaient un peu aussi de design thinking ou de branding ou de marketing un peu plus, ils seraient à 100%. Et dans de types de boîtes comme ça, la différence entre 95 et 100, c'est énorme. Ça fait d'une entreprise qui est leader sur son marché en Europe, une entreprise qui devient leader sur son marché dans le monde. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très, très important. Et je suis sûr, évidemment, que Cible, vous y travaillez beaucoup et que les boîtes de communication, elles aussi, ont adapté leur offre pour travailler et convaincre les entreprises qu'on n'appelle pas une boîte comme Cible ou une boîte de communication autre juste pour faire un événement dans l'entreprise corporate. Voilà, c'est-à-dire, ou faire une newsletter ou un site internet ou un fascicule. Non, il faut aller plus loin. On essaie que ce soit des stratégies à long terme en général. Voilà, c'est ça, une stratégie de positionnement, de réflexion stratégique en fait. Vous avez abordé Gilles Basler, qu'on a, comme on disait, a eu le plaisir d'accueillir ici, et avec qui on parlait justement des ICC. Les ICC, c'est un secteur particulièrement intéressant, je trouve, parce que c'est un secteur qui génère beaucoup d'emplois directs et indirects. Pourtant, comme il le disait, c'est quelque chose qu'il défend quand même assez régulièrement, c'est qu'il y a quand même un manque de reconnaissance envers ce secteur-là, notamment en termes d'investissement. C'est quoi votre regard sur ce sujet-là ? Oui, je pense aussi, je pense comme lui, je pense que c'est un acronyme qui est très compliqué à comprendre. Industrie culturelle et créative. Industrie culturelle et créative, quand vous posez la question dans la rue, si vous faites un micro-trottoir, vous allez avoir 100 réponses différentes. C'est marrant, mais il y a déjà un problème d'auto-branding. Parce que qu'est-ce que cela relève certains vous diront « Ah oui, c'est le secteur culturel. » Non, c'est pas le secteur culturel. « Ah oui, c'est les startups digitales B2C. » Non, c'est pas juste des startups de plateformes digitales. Donc, ça regroupe un secteur qui est difficilement identifiable. Et donc, déjà, je pense qu'il y a une mauvaise perception de ce que c'est réellement dès le départ. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, une sorte de non-reconnaissance de l'importance que ça a dans le développement d'économie. Mais, dans les faits, c'est évidemment un secteur qui est essentiel justement dans ce qu'il développe de la créativité, du positionnement. Quand c'est le sujet culturel ou événementiel, de l'emploi, une industrie culturelle, et pas juste une œuvre artistique culturelle, mais une industrie culturelle. C'est un écosystème. De qualité, avec de l'emploi qui n'est pas délocalisable, avec aussi des métiers qui sont encore à forte intensité d'emploi, contrairement par exemple à la logistique, par exemple. Je veux dire, la logistique, c'est pas des métiers qui sont fort intensifs en matière d'emploi, c'est très industrialisé.
Donc, c'est des secteurs aussi de développement et qui donnent du sens. C'est ça qui est Bien important sûr, aussi. C'est des secteurs qui donnent du sens et de la valeur à ce que fait une entreprise ou à ce que fait le citoyen quand il va le voir une œuvre au théâtre. Et ça, c'est important de plus en plus dans l'économie, avec aussi l'évolution des critères ESG, l'évolution des New Way of Working ou du positionnement des boîtes. Mais le sens et les valeurs, et ça, on peut avoir un petit peu d'optimisme aussi, et pas de la naïveté béate, mais je pense que ça, c'est une évolution positive et j'espère qu'effectivement, le milieu économique va, au fur et à mesure, prendre conscience que le sens et les valeurs de ce qu'il... parce qu'on a toujours cette idée du monde capitalistique, industriel, sans pitié, qui froid, qui ne pense qu'aux dividendes des actionnaires et à détruire la planète. C'est cette image-là que des gens ont, parfois la population de l'entreprise industrielle. Et ça, il faut que ça change, c'est dramatique. Et je pense que les industries culturelles et créatives peuvent amener cet adjuvant de sens dans l'économie. Et ça, on ne le perçoit pas suffisamment. Et donc, il faut travailler là-dessus parce que c'est, pour moi, un besoin vital. On parlait tout à l'heure de l'attractivité des talents. Pour une entreprise, c'est très important. Mais demain, une entreprise ne pourra plus non plus... D'ailleurs, ça se referme dans l'horizon de 2-3 ans, mais les entreprises seront obligées, non pas de faire un rapport de société, comme on dit, un rapport de gestion avec les comptes, mais de refaire aussi un rapport non financier de leur impact social, environnemental, en matière de gouvernance. Ça arrive. Et donc, je suis assez optimiste là-dessus. Et pour ça, les industries culturelles et créatives ont vraiment un rôle important à jouer. Je suis content que vous ayez abordé le terme de sens, parce que c'était une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous, au fil de votre carrière justement dans l'entrepreneuriat, vous avez perçu un changement d'état d'esprit par rapport au niveau des investisseurs ou même par rapport aux entrepreneurs, justement dans cette quête de sens? On le disait, le monde capitaliste peut être perçu comme quelque chose d'extrêmement froid, recherche de profit absolument. Est-ce qu'il y a un switch qui s'est opéré, peut-être un switch générationnel aussi, qui s'est opéré depuis 10-15 ans à ce niveau-là, où on cherche à des projets qui sont plus inspirants, qui touchent à plus de valeurs sociales, environnementales ou autres? Oui, il y a un switch, en tout cas de la prise en considération, mais je pense que le basculement réel n'a pas encore été fait. Que malgré tout, le switch des mentalités est encore plus lent que la détérioration du modèle, en fait. Qu'on est toujours en train massivement de détruire la planète, de détruire le lien social auprès des travailleurs, plus que ce qu'on a déjà concrètement transitionné, je dirais, l'économie. Mais le modèle de rupture, en tout cas dans la perception, il est là. Mais quant à sa transformation dans l'économie réelle, on est encore loin. Donc, il y a du travail. Mais au moins, la conviction, la perception de l'importance de la chose émerge. Et c'est sûr que les générations nouvelles apportent ça. Et ça, c'est fraîche, quoi. Je veux dire, moi, quand je me regarde dans un miroir, je me dis, mais quel staccanovis du travail t'as été, et comme une génération perdue, comme ça, comme une sorte de génération productiviste, de dernière génération hyper productiviste, en fait. C'est ça. Et ça ne veut pas dire qu'on travaillait plus ou mieux, plus efficacement. C'était pas le même état d'esprit. C'était pas le même état d'esprit. Et dans les faits, aujourd'hui, on sent que la génération qui arrive sur le marché de l'emploi maintenant perçoit les choses différemment. Ça ne veut pas dire qu'ils vont moins travailler, ils ne sont pas plus lazy. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être moins productifs, mais ils ont une perception au travail et une relativité qui, à mon avis, est très salutaire, parce qu'effectivement, je pense que la façon de le faire différemment permettra de le faire avec plus de valeur, plus de sens, et donc aussi plus de valeur financière. Et donc, je pense que le modèle est assez vertueux, mais il est encore à concrétiser. Bien sûr. Les ingrédients sont là. Maintenant, il faut faire la recette, quoi. Est-ce que, pour finir sur ce point-là, est-ce que le fait de fréquenter justement des gens qui ont cet état d'esprit à l'heure actuelle, ça permet de faire émerger des projets
auxquelles vous auriez peut-être pas prêté plus d'attention que ça il y a quelques années? Est-ce qu'il y a un changement dans le type de start-up qui émerge par rapport à avant? Oui, c'est-à-dire que déjà, il y a un truc très concret, c'est qu'on a établi chez Nochac, ça en a mis 1 an pour faire c'est notre propre, ce qu'on appelle Transiscore. Et donc, on cote les entreprises sur leur engagement en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Et on part du principe, ça c'est très prosaïque et très financier, qu'un entrepreneur qui adresse ces questions-là dans sa réflexion est un entrepreneur de meilleure qualité que celui qui ne le fait pas. D'accord. Et donc, il sera plus à même à bien gérer son entreprise et donc diminue notre risque en investissant dans la boîte et augmente même notre espoir de profitabilité. Donc, vous voyez, il y a une corrélation pour nous, donc, mais très assumée. Ouais. Mais ça veut dire que oui, aujourd'hui, il y a un filtre dans l'analyse de nos dossiers où on recherche et on analyse quels sont les entrepreneurs devant nous qui adressent ces questions-là. Et si elles sont bien adressées, si l'entreprise avec nous se dit « Ok, j'ai un Transiscore d'autant, mais dans 5 ans, il sera amélioré », eh bien, ça nous pousse à investir plus dans cette société. On a une anecdote chez nous en interne qui dit quand vous êtes confronté à un entrepreneur AAA, donc c'est comme les ratings financiers, AAA, ben, il ne faut même pas faire le dossier. Parce que c'est l'inverse. Dans la private joke des investment managers chez nous, à AAA, c'est un entrepreneur qui est autosuffisant, arrogant et autiste. D'accord, ouais. Et donc, celui qui a dans sa réflexion de business model une réflexion ESG, il ne peut pas être AAA, il ne peut pas être arrogant, il ne peut pas être autiste. Ça veut dire qu'il écoute le monde extérieur et qu'il se dit... Je dois positionner l'entreprise dans l'environnement de demain, pas dans celui que moi je crois, qui est celui qui est. Et ça, c'est très important. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit plus communiquer finalement sur ses valeurs d'entreprise que sur le projet en lui-même, ou c'est deux choses vraiment en parallèle qu'il doit mener pour convaincre? En parallèle, évidemment. Donc, mais c'est quelque chose que ne peut pas il peut plus occulter. Donc, pourquoi les gens qui viennent travailler dans une boîte aujourd'hui, les travailleurs, ils doivent savoir pourquoi ils le font. À n'importe quel niveau d'une chaîne de production, quand c'est des grandes boîtes, si la personne sait à quoi elle participe et quelle est la valeur qu'elle crée, elle arrête d'être une sorte de pion productiviste dans une chaîne tayloriste comme ça. Donc, avant, le marché de l'emploi et le monde économique a poussé la désincarnation du travailleur à un point qui est hallucinant. Et ça peut plus continuer comme ça. En fait. Donc, il y a un besoin de retrouver des valeurs. Et il y a des entreprises qui le font très bien. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser les choses. Je veux dire, il y a plein d'entreprises qui, aujourd'hui, se sont rendues compte de ça et font attention au bien-être de leurs travailleurs. Il suffit de voir dans le type de bureau dans lequel vous travaillez aujourd'hui, ici, chez Cible. C'est des bureaux très agréables. Ça montre qu'effectivement, l'employeur a envie que le travailleur se sente bien et se sente dans un environnement qui est finalement proche de son environnement à lui, privé. Voilà, donc ce sont des éléments qui sont déjà pris en considération dans les entreprises, et tant mieux. Mais il y a encore du travail. Alors, on dit de vous que vous êtes un peu un punk de l'économie. C'est quoi la méthode Servais, justement, par rapport à Nochac? Parce que pour que les gens comprennent bien l'ampleur de Nochac aujourd'hui dans l'écosystème, en tout cas liégeois, mais pas que, vous avez un portefeuille quand même de près de 469 entreprises, c'est-à-dire plus du double de ce qu'il y avait il y a 10 ans. J'aime bien cette métaphore du punk, parce que... ça mélange un peu la culture et l'économie, et donc j'aime beaucoup. J'ai toujours bien aimé la culture punk en cela qu'elle est disruptive, interpellante, brisage de code aussi un peu. Et brisage de code et énergique aussi. Et aujourd'hui, je trouve ça très fort dans la programmation musicale qu'on fait aux Ardentes, où on a un public dans les musiques urbaines qui est très jeune, très engagé. Et très punk, en fait. C'est-à-dire beaucoup d'énergie devant les scènes, ça bouge beaucoup. On sent qu'il y a une énergie qui a besoin d'être dégagée. Donc, j'aime beaucoup cette image ou métaphore du punk de l'économie. Et je pense que c'est une culture aussi qu'on a tous chez Nochac aujourd'hui.
c'est qu'on a envie de faire des choses auxquelles on ne s'attend pas, en fait. C'est ça, le côté punk. On a envie de développer des choses qui inspirent, l'audace qui donne envie à d'autres d'oser aussi. Ouais. Et c'est ça qui est important. Donc, nous, on recherche ça chez les entrepreneurs. Il faut qu'on soit comme ça aussi. Sinon, on n'est pas crédible. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire... en tout cas, c'est notre façon de voir les choses, parce qu'il y en a d'autres qui ne le font pas comme ça. Et est-ce que tout le monde, je vais poser la question autrement, mais est-ce que tout le monde peut être amené à faire de l'entrepreneuriat au cours de sa vie ? Est-ce que c'est un état d'esprit que tout le monde possède, ou est-ce que c'est vraiment... bon, vous le disiez, il y a du travail, mais il y a quand même aussi une appétence qu'on peut ou non avoir pour ce genre de choses. Non, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas le mindset pour être entrepreneur. Mais je pense surtout qu'il y en a énormément qui ont le mindset et qui ne le développent pas, par crainte, parce que c'est du risque, parce que... Voilà, moi j'ai toujours une statistique qui m'effraie. Et de temps en temps, je donne cours en dernière année de management au HEC, quand on m'invite. Et systématiquement, je commence le cours en demandant au début du cours combien de personnes dans l'auditoire, quand ils sont rentrés en premier bac, pensaient développer leur entreprise. Et souvent, c'est 1 personne sur 3. Et à la fin du cours, je leur demande, et après, qu'est-ce qui est en train de travailler, vous êtes en dernière année, qu'est-ce qui est en train de travailler à la création de son entreprise l'année prochaine? Et on tombe de 33% à 5%. Ouais. Il y a un problème. Il y a quand même un problème. Des études universitaires devraient favoriser l'entrepreneuriat, pas le décourager. Donc là, on a vraiment un problème, je trouve, d'environnement et donc on a un potentiel de personnes qui aimeraient entreprendre et n'osent pas, qui est totalement inexploité parce que justement ils sont mal accompagnés, mal aidés, ou après leurs études ils se disent je vais d'abord commencer par faire travailler comme employé, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de m'acheter ma maison et ma voiture. Et donc il y a peu de gens qui se mettent vraiment à risque très tôt. Il y en a, hein. Et c'est plutôt compréhensible. Mais comment est-ce qu'on rattrape ces personnes-là pour quand même qu'un peu plus tard, ils développent de l'entrepreneuriat? Ça, c'est important. D'où ce besoin, finalement, aussi de créer un petit peu des hubs créatifs, comme on le voit, par exemple, à la Grand Poste, où là, il y a le bâtiment actuel, il y a une extension qui est en cours de projet. C'est ça, l'enjeu aussi, c'est de développer peut-être plus d'entrepreneurs au niveau local et peut-être... Ouais, et puis il y a toute la question des success stories et de rôle modèle. C'est-à-dire que malgré tout, dans un secteur, c'est comme au tennis, hein, quand vous avez eu, je vais reprendre une référence de vieux, quand vous avez eu Björn Borg, derrière, parce que malgré tout, chez nous, l'exemple avec Justine Henin et Kim Clijsters marche moins bien. Mais en Suède, quand vous avez eu Borg, derrière, vous avez eu une génération de jeunes qui a poussé et qui a cru parce qu'il y avait Borg et qui se sont identifiés. C'est la même chose en économie, exactement la même chose. Quand vous avez une success story, les gens s'identifient et osent plus parce qu'ils se disent c'est possible en fait. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec les Ardentes aussi. Je vous expliquerai après, justement, revenez là-dessus sur la référence, mais c'est une référence très importante et qui, moi, me drive dans cette idée de faire des Ardentes le plus gros festival mondial. C'est parce que j'ai vu que Tomorrowland l'a fait. Ils l'ont fait en Belgique. Ils ont fait le plus grand festival d'électronique dance music, ce qu'on appelle l'EDM, du monde. Avec des places qui sont déjà sold out. Et donc ça donne... effectivement, c'est un rôle modèle, success story qui dit moi aussi je vais le faire. Moi aussi je suis capable de le faire, pourquoi je ne le ferai pas? Donc ça, c'est très, très important. Et on a un problème culturel en Wallonie, c'est que on a une culture de stigmatisation de l'échec. Ça, c'est pas grave, beaucoup de gens stigmatisent l'échec, mais le problème chez nous, c'est qu'on envie la réussite. C'est qu'on n'est pas fier de la réussite des autres naturellement. Il y a un côté suspect, il y a un côté envieux. Ça, c'est très mauvais. Ça, il faut vraiment essayer d'évacuer ça, parce qu'on doit plutôt être fier des gens qui réussissent et pas d'envier leur salaire, par exemple. Je veux dire... ils ont réussi, ils gagnent bien leur vie. Oui, ils gagnent 25 fois plus que moi. Mais pourquoi est-ce que c'est un scandale, finalement? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on doit voir ce côté-là des choses? Ils ont travaillé pour... je ne sais pas si éthiquement ou moralement,
c'est si bien, c'est vrai, mais c'est pas une raison pour être jaloux de la chose. Tu peux très bien dire, moi, si j'étais entrepreneur et que je réussissais comme lui, ben, je ne me fixerais pas un budget 20 fois supérieur à mon employé. Ben, mon éthique personnelle, mais fais-le. Fais-le. Plutôt que critiquer l'autre, fais-le. Et fais-toi une entreprise exemplaire. Si toi, tu trouves que l'exemplarité, c'est d'avoir un salaire en tant que chef d'entreprise qui n'est pas supérieur à 3 fois celui de ton employé, ben, fais-le. Montre qu'on peut être successful et faire ça et apporter de l'éthique. Mais ne critique pas. Fais-le. Bon, on vient d'aborder Success Stories, donc on va rentrer dedans. Hein. Les Ardentes. Je pense qu'on peut dire que c'est une Success Story depuis sa création. Vous êtes d'accord avec ça ou... Maintenant, oui. Donc, c'est aussi une entreprise qui a connu un repositionnement, un moment, une stagnation dans sa vie. Et donc, oui, c'est devenu... Et puis, ça reste... ça, c'est le propre du secteur événementiel. Ça reste à Paris chaque année. Oui, bien sûr. Juste pour, du point de vue historique, l'aventure des Ardentes, ça commence en 2006. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer justement pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure avec Fabrice Lempoix, pourquoi vous vous êtes dit il faut un festival de musique à Liège, et avec cet objectif finalement de le faire grandir, vous l'avez évoqué, sur la scène internationale. Et là, vous me lancez sur un sujet qui pourra durer 2 heures. On peut en parler pendant 2 heures. Je vais essayer de le faire au plus court. Mais donc, Fabrice et moi, on s'est rencontrés à l'université. Il était en droit, moi j'étais en économie. Donc, moi, j'ai jamais travaillé dans le secteur musical et événementiel juste après mes études. Mais lui, tout de suite, oui, il a arrêté ses études. Enfin, non, il a fini ses études de droit. Puis, il a ouvert des lieux de culture. Et de fête, parce qu'à Liège, souvent les deux vont ensemble. Oui. Donc, c'était l'Escalier dans le Carré. Il a fait l'Escalier à oui aussi, mais le Bolasbuck, mais surtout la Sun Station, qui était vraiment un lieu un peu justement underground, comme ça, très qualitatif, avec une bonne presse. C'était plein tous les week-ends, etc. Moi, j'étais un client et ami avec lui, donc je suis un grand amateur de concerts et de musique, donc je le voyais souvent au bar, enfin, après les concerts, et je discutais avec lui, et je lui ai dit 1000 fois, tu dois faire un festival à Liège, et il me disait tout le temps, fais-le avec moi. Et un jour, comme je dis, un peu plus entamé, un peu plus sous. Après avoir visité l'escalier, peut-être. Après avoir remis tout le monde dehors et bu quelques bières au bar. Je lui ai dit, OK, ça fait 50 fois que tu me dis, fais-le avec moi, on va le faire. Demain, je dépose des statuts. Mais toi, tu te démerdes pour que Indochine, ce soit à Plaine des Ardentes au mois de juillet. Et il me regarde et me dit, mais t'es complètement malade, c'est impossible. On était au mois de décembre. Il me dit, tu te rends même pas compte du business model d'un festival. On n'aura aucun sponsor, on n'aura aucune aide. On a un nouvel entrant, on va pas pouvoir avoir un artiste comme Indochine, truc. Et dans les fêtes, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on l'a fait, le festival. Indochine, Nicolas Serkis était bien là. On avait prévu un beau business plan en se disant, la première année, on perd 250 000 €. Puis la deuxième année, on essaiera d'équilibrer. Et puis voilà, donc tout était fait. Et on a vraiment été dans le guidon jusqu'au bout. Et on est parvenu à attirer Nicolas Serkis sur le projet. Il est venu, il y a eu. Et le festival s'est terminé et on s'est tous les deux regardés. On s'est dit, on l'a fait, mais on s'est dit, on n'a pas perdu 250 000, on a perdu 350 000. Et qu'est-ce qu'on fait? Oups. Et là, on était portés par l'enthousiasme. C'est-à-dire que les gens nous ont dit, ouais, c'est génial, il faut continuer, etc. Donc, on a trouvé les moyens de combler cette perte avec des partenaires qui, comme l'enthousiasme était là, se sont mouillés. Je me souviens qu'à l'époque, par exemple, InBev, pour ne pas le citer, voilà, qui était vraiment notre fournisseur, a dit on oublie la facture et on établit sur les 3 années suivantes. Waouh, ça c'était le coup de kick. C'était le premier quand on a intervenu nos fournisseurs, on disait écoutez, on a perdu 350 000 balles, on va pas savoir vous payer, je sais pas comment on va faire, donc laissez-nous le temps, on va essayer de trouver des solutions pour vous payer. Et qu'un partenaire comme InBev qui avait une facture de 150 000 € nous dit je la laisse tomber. Et on la répartit sur les éditions suivantes parce que vous allez y arriver. Ben voilà, donc c'est l'enthousiasme. Et quand tu crées quelque chose, même si tu es dans la difficulté, si ton projet est porteur de valeur, de sens ou de envie, ça attracte aussi d'autres gens. Voilà, ça attire les gens. Et ce qui s'est passé, donc on a créé les Ardentes, ça a monté très vite, beaucoup plus vite. Donc l'année suivante, on était effectivement déjà profitable.
Et puis, on avait un festival qui était très hétéroclite dans la musique, un peu ce que nous, on aime au départ, c'est-à-dire d'associer différents types de musique. Et très familial aussi. Et très familial, avec de la musique francophone comme au Francophonie, mais aussi du rock. Musique électronique. Musique électronique. Et une de nos forces, la seule singularité qu'on avait par rapport au milieu des festivals, c'est qu'on avait les halles et donc on faisait de la musique électronique le vendredi et le samedi jusqu'à 5h du matin. J'allais y venir, les Transardentes, elles sont où? Et les Transardentes, la même chose. Donc, ces deux trucs, on avait les Transardentes et des sortes de Transardentes aussi dans les Ardentes, puisque le vendredi et le samedi, la programmation se terminait à 5 ou 6 heures du matin, ce qui est très rare dans un festival, parce qu'on était en intérieur. Et donc ça, c'était un peu notre ségrégation. Ça a super bien fonctionné. Avec la montée en puissance de Tomorrowland, qui a commencé la même année que nous, hein. Ils ont commencé en 2006, puis il y a eu une faillite. Et quand ils ont commencé à monter, là, moi, je me suis posé des questions, parce que je me suis dit, c'est pas bon pour nous, en fait, parce que, bon, on a dû arrêter les Transardentes, parce que c'était votre question, parce que le business model n'était plus possible. Il y avait plus, avec l'augmentation du cachet des artistes liée à l'hyperinflation de Tomorrowland, les artistes, il n'y avait plus moyen de faire une programmation et d'équilibrer sur 10 000 personnes, 12 000 qu'on pouvait faire au Défense. Donc, on a toujours été sold out sur les Transardentes, puis à un moment... C'était plus rentable. C'était pas possible. Même sold out, c'était pas possible d'équilibrer les frais. Et la différence est tellement forte qu'il aurait fallu multiplier les tickets, le prix des tickets par 5. Donc, c'est pas possible. Est-ce que c'est justement en voyant le succès croissant de Tomorrowland que vous êtes dit, c'est là qu'il faut qu'on se spécialise dans un site, dans un style... C'est-à-dire qu'on a beaucoup réfléchi. On avait testé des modèles plus singuliers, c'est-à-dire d'une programmation plus identitaire. Et on avait testé d'autres modèles de musique. Il y avait un programme en Limp Bizkit, par exemple, il y avait du métal. Et on voyait que ça marchait très bien. Mais il y a le Grass Pop Metal Meeting et le Fest en France. Donc, la place était déjà occupée. Le rock, truc. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à programmer de la musique urbaine, 50 Cent, Snoop Dogg, on s'est dit, ça marche bien. Et le public, beaucoup plus jeune. Donc, en 2015, on a dit, on switch. Parce que moi, j'ai dit à Fabrice, en fait, j'ai pas envie... Moi, je m'en vais, en fait. Si on garde un festival de seconde catégorie qui fait chaque année la même chose, ça m'intéresse pas. Moi, il est arrivé à sa limite à l'époque. Il est arrivé à sa limite. Fabrice m'avait déjà dit, avant moi, musique urbaine, ce serait bien. Et moi, c'est moi qui avais plutôt freiné. Mais il me le rappelle souvent. Parce que dans l'autre sens, à l'inverse, quand en 2015, je lui ai dit, il faut qu'on balance complètement du jour au lendemain. Il m'a dit, non, on va le faire progressivement. Et ça, je pense que c'était une erreur. Parce que, du coup, en 2015... on met Kendrick Lamar déjà à l'époque et Nicki Minaj dans l'affiche, mais on garde un peu une affiche truc et de nouveau, bim, là on perd plus 350 000 euros, on en perd 750 000. D'accord, oui, ok. Donc on se dit, putain, deuxième fois on se regarde, on se dit, mais donc du coup, j'ai dit, il faut qu'on accélère le process, il faut vraiment changer de public parce que le nouveau public n'arrivait pas et l'ancien public était insatisfait. Et donc, on est vraiment passé à côté de la chaise électrique. Parce que la deuxième année, moi, j'étais même prêt à aller déposer le bilan. Parce que donc, j'avais été trouver des investisseurs pour nous aider à combler les 750 000 euros. Si je ne remboursais pas l'année suivante, ils convertissaient au capital. C'était un peu compliqué. Et donc dans l'urgence, on l'a fait. Puis la deuxième année, c'était tout juste. Et puis, il y a eu une sorte de coup de poker et de chance, à mon avis. C'est que dans la dernière ligne droite, ça s'est bien vendu et on est parvenu à équilibrer l'année suivante. Mais on ne savait toujours pas rembourser les dettes qu'on avait. D'où l'idée de dire, on va déménager, on y va à fond, parce que là, on voit que c'est bon. On va programmer un déménagement et on va aller chercher un investisseur qui aura le rein solide pour rembourser nos dettes, mais pour investir. Sur le site de recours. Voilà, sur le site de recours. C'est comme ça qu'en 2018 et 19, on a cartonné sur le site de trucs, donc ça montrait qu'on était capable de le faire. Donc on a pu attirer un investisseur qui s'est dit il y a potentiel là-dedans. Et là, on était full musique urbaine et on est vite allé à saturation du site parce que là, on était sold out au mois de mai, on était sold out pour le mois de juillet en 2018 et 2019. Donc il était temps qu'on déménage. Et dans les faits, on s'est dit, on a quelque chose, on tient quelque chose, on va essayer de le faire à fond. Et 2022, donc, parce qu'on a eu 2 années de Covid, première année, enfin, on a pu tester de nouveaux sites. Année très difficile, parce que c'est quand même compliqué
de passer de festival de 25 à 55 000 personnes par jour, ce qui était le cas. Ouais. Vous avez eu à peu près combien? 200 000 210 000 personnes, et il y avait 55 000 personnes le dimanche, et plus ou moins 50 000 ou 52 000 les autres jours, ce qui est énorme par rapport aux 25 000 de capacité. Et donc ici, on a réinvesti encore. Aujourd'hui, maintenant, les Ardentes, c'est un budget de 22 millions d'euros. Et je fais toujours cette référence-là aux équipes en interne. 22 millions d'euros, c'est plus important que le budget de l'Opéra Royal de Wallonie pendant toute l'année. Bien sûr. C'est 18 millions, le budget de l'Opéra Royal de Wallonie. Donc c'est des budgets colossaux. Mais voilà, maintenant, c'est un festival de référence mondiale. Je me plais à dire que l'affiche de cette année, avec les 3 têtes d'affiche, si vous regardez toutes les références mondiales, les Rolling Loud, les Wireless, Frauenfeld, qui sont les plus gros festivals hip-hop dans le monde, ils n'ont pas dans la même affiche ces 3 têtes d'affiche que sont Travis Scott, Kendrick Lamar et Playboi Carti. Ouais, j'allais dire comment on fait pour convaincre Travis Scott de venir jouer à Liège. Parce que c'est quand même... Bon, pour le resituer, le mec, c'est quand même un des rappeurs les plus connus au monde. Il fait le tour du monde, le tour des festivals absolument incroyables, comme par exemple Coachella, festival énorme. C'est quoi l'approche, en fait, justement, pour, dans la continuité de faire grandir le festival? Vous lui dites quoi En fait, ça, c'est souvent un truc que Gilles Basler dit aussi, et il a totalement raison. L'endroit où on le fait, il faut arrêter d'être humble. L'endroit où on le fait, on s'en fout. Qu'on organise une boîte successful à Utsiplou ou à New York, c'est pas ça qui est important. L'artiste, il s'en fout de savoir si... quand ils font des tournées de stade en hiver, là, effectivement, ils font les grandes capitales, etc. Parce que les grandes infrastructures sont là. Mais en festival, vous avez besoin d'un champ et d'une bonne organisation. Mais Werther, c'est un village de 150 habitants. Très juste. Dour, c'est un village de 250 habitants. Enfin, j'exagère, je ne connais pas exactement, mais c'est pour donner une image. Il y a beaucoup de champs et très peu d'habitations. Voilà, c'est ça. Donc, l'endroit, en fait, n'est pas très important. C'est le produit que vous proposez. Donc, aujourd'hui, Travis Scott, il vit à Liège, pas parce que c'est à Liège, c'est parce que c'est les Ardentes. Et donc, il sait que ça fait partie, aujourd'hui, et c'est ce que voulait arriver, un artiste américain, quel qu'il soit, quand il se déplace en Europe, il doit faire une tournée. Et donc, le manager compose une tournée en prenant d'abord les festivals qui, pour lui, sont qu'il doit faire. Donc, il va dire, moi, je fais le Rolling Loud au Portugal, je fais Wireless à Londres, je fais Les Ardentes à Liège et je fais le Frauenfeld en Suisse, à Frauenfeld. Et après, derrière, il construit sa tournée. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Les Ardentes, dans le choix des artistes, c'est le premier choix, c'est le tier one. Donc, c'est ça qu'on voulait atteindre et ça vous donne une capacité tout autre. Mais après, il faut savoir bien le produire, il faut savoir avoir le public qui suit, parce qu'il faut les 60 ou 60 000 personnes par jour. Gaëtan, on vient de parler évidemment de success stories. Vous l'évoquiez en préambule à ce podcast. La vie d'entrepreneur, c'est aussi connaître des échecs. Est-ce que il y en a un qui vous a marqué dans votre carrière en particulier? Non, mais des échecs, on en a connus et j'en connais encore maintenant. Et il n'y en a pas qui me marquent plus parce que je suis un tempérament où j'essaye de les oublier très rapidement ou en tout cas de capitaliser sur les enseignements que l'on a de cela. J'ai plutôt beaucoup d'exemples, on a cité Les Ardentes, d'échecs qu'on est parvenu à ressortir de l'ornière. Ça, c'est important aussi à un moment... cette capacité de rebondir. De rebondir et d'essayer de retrouver le droit chemin, même avec le réflecteur, c'est la même chose. On a tâtonné. Au début, on ouvrait une brasserie en journée et c'était pas rentable. On perdait de l'argent chaque année. Puis, à un moment, on est parvenu, après 5 ans, à trouver vraiment la bonne carburation. Mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est que cette analyse-là fait en sorte que nous, en tout cas dans le mindset de Noshaq, on prend aujourd'hui beaucoup plus de risques que ce que Mesaves prenait. Parce que voilà, on est plus dans l'idée qu'il faut investir massivement de le high risk, high return et qu'on ne doit pas nous-mêmes être trop prudent en tant qu'investisseur. Et voilà, et puis au final, ça fonctionne puisque à l'époque de mon prédécesseur, Mesaves perdait de l'argent et aujourd'hui, on est rentable, on est profitable, on verse des dividendes à nos actionnaires. Donc, manifestement, prendre des risques paye quand même, surtout quand on a la capacité, comme on l'a chez
de travailler sur un portefeuille, parler des 460. Et c'est ça qui nous permet de le faire. C'est la technique de portefeuille. Est-ce que je mettrais autant d'argent dans une boîte si c'était mon argent et que je devais le faire individuellement? Je pense pas. On le fait. Et c'est pas que je me dirais non, c'est mon argent, je le fais pas, là je m'en fous, c'est l'argent de ma boîte. C'est pas du tout ça. Pour moi, c'est le même. C'est le même risque. Mais le problème, c'est que ici, on peut se dire, on peut prendre le risque là parce qu'on sait qu'on a de la sécurité là-bas. En fait. Est-ce que je rebondis sur ce que vous dites, mais est-ce que justement c'est le même risque de faire partie d'une structure comme Noshaq que d'être, comme vous le dites, tout seul en termes d'investissement? Pour moi, oui. Je le prends exactement de la même façon. Je dis, la seule différence, c'est la taille du portefeuille. Et donc, voilà, si j'étais multimillionnaire à titre privé, ben, je ferais la même chose, exactement la même chose. Voilà, mais comme le fait que quand on veut grandir, on doit aller chercher d'autres actionnaires, c'est la même chose. Nous, on aurait été incapables, sur nos petits fonds à nous, Fabrice et moi, de faire les ardents, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. On a dû aller chercher 2,5 millions pour permettre la croissance, parce que, sonnant et trébuchant, le transfert à recours coûtait 1,5 million. Donc de l'investissement, c'est sûr que vous pouvez l'amortir sur les 5 années, mais de préparer un site, de faire des routes en gravier, donc avec du drainage. Il ne faut pas juste acheter le terrain. De l'ensemencer, de prévoir du barriérage, ce qu'on a fait, on a clôturé tout le site, de la signalétique, de la décoration. C'est des éléments qui ne sont pas des trucs qu'on loue juste chaque année comme ça. C'est une identité de festival. Et donc, à partir du moment où vous décidez, il faut investir. Et donc, nous, on avait besoin d'1,5 million d'investissements nouveaux. C'est quand même un risque important, quand même. Je veux dire, et je pense que si j'avais l'argent de le faire, je l'aurais fait moi-même, évidemment. Mais là, je ne l'ai pas. Donc, il faut trouver un investisseur qui est d'accord de le faire. Pour le dire autrement, et on va peut-être finir là-dessus, est-ce que la soif d'entrepreneuriat, est-ce qu'elle vous quittera un jour? Ou c'est gravé à jamais dans l'ADN? Non, mais ça a un caractère qui devient presque pathologique, en fait. Et ça, je vieillis aussi, il faut que je fasse attention à ma santé. Mais dans les faits, mes enfants et ma compagne me le disent souvent. Je veux dire, tu ne sauras jamais t'arrêter. Je veux dire, moi, je dis souvent, je vais un peu changer de mode de vie, je vais un peu faire les choses autrement. Ils n'y croient pas une seconde, quoi. Donc, voilà, je sais pas, en fait. Mais donc, cette soif-là, elle me quitterait jamais. En tout cas, la curiosité, et j'espère même quand je serai retraité, de continuer à être curieux de ce que mes enfants, mes petits-enfants font, et d'aller voir des concerts, de voyager, etc. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas de risque. On dit souvent que la culture, par exemple, c'est un bien à proportion marginale à consommer qui est positif. C'est très rare. C'est comme des produits addictifs, en fait. C'est comme la drogue, l'alcool. C'est des biens à proportion marginale à consommer positifs. C'est-à-dire, plus vous en consommez, plus vous avez envie, mais c'est mauvais. Mais par contre, l'entrepreneuriat et la culture, ça, c'est bon. C'est bon. Et c'est deux biens qui ont une proportion marginale, chez moi en tout cas, à consommer positif. Plus j'en consomme, plus j'ai envie de consommer. Ce qui n'est pas la caractéristique normale d'un bien en économie. Normalement, vous arrivez à satiété, et quand vous êtes à satiété, vous n'avez plus envie de consommer. Mais voilà, c'est l'inverse. Donc, autant être drogué d'entrepreneuriat et de culture que de produits nocifs. Je fume pas, je ne suis pas alcoolique. Voilà. Vous nourrissez de l'entrepreneuriat. Voilà. Gaëtan Servet, merci beaucoup d'être passé sur Bullseye. C'était un vrai plaisir de vous accueillir ici. Par contre, j'ai promené mon chien et j'ai foutu plein de terre en dessous de mon truc. Donc il va falloir que je ramasse mes crasses avant de partir. On nettoiera après. Merci à vous d'être passé nous voir, et merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify pour plus de Bullseye. Et d'ici la prochaine, je vous dis salut.